assez rapidement, mais non, mais c'est vraiment succinct, mais il y a deux, trois photos. Bon bah bonsoir, je me présente, je m'appelle Hugues Rumba, je suis chirurgien maxillofacial, je vais m'installer prochainement en collaboration avec Régine Arnaud au sein de l'Institut. Et donc je remercie le docteur Boyer de m'avoir invité ce soir pour ce petit topo. Et moi je vais vous présenter en gros ce que en tant que chirurgien maxillofacial je peux faire pour ces patients apnéiques. Donc vous présenter un peu les principes et les indications du traitement du SAOS par chirurgie des bases osseuses. Alors en premier lieu, pourquoi toucher aux bases osseuses chez un patient qui a un SAOS? Ça s'explique tout simplement par l'anatomie. On voit en fait que la paroi antérieure du pharynx, il y a une relation très proche, on va dire, entre les bases osseuses du massif facial et la paroi antérieure du pharynx et les muscles qui s'insèrent dedans. Donc en gros, le fait de bouger, d'avancer en gros ces bases osseuses, ça va mettre en tension le muscle génio-hyoïdien, le muscle mylo-hyoïdien, le ventre antérieur du digastrique, et ça va propulser en avant la langue et la base de langue. Je vais faire juste un petit rappel de quelque chose qui est assez important dans cette chirurgie, c'est l'occlusion dentaire. Donc nous on s'en sert beaucoup, les autres spécialités médicales s'en servent extrêmement peu, mais nous ça fait vraiment partie du quotidien. Donc ça c'est une occlusion parfaite, on va dire, c'est une classe 1, ce qu'on appelle dans le jargon. Ça c'est une classe 2, donc c'est des patients qui ont plutôt une mandibule rétruse. On voit les dents du bas en gros sont en arrière par rapport aux dents du haut, ou les dents du haut sont en avant par rapport à celles du bas. Et la classe 3 c'est exactement l'inverse. Ça a son importance en fait quand on va planifier d'avancer les bases osseuses chez des patients, parce qu'on va devoir prendre ça en compte et ça va modifier la planification en gros du traitement chirurgical. Au niveau technique, donc on réalise des ostéotomies dans le but de mobiliser librement, avec les contraintes anatomiques auxquelles nous sommes soumis, des segments osseux, et c'est des ostéotomies en fait qui suivent des tracés qui sont complètement standardisés et qui ont très peu évolué depuis les années 50. C'est des choses qui ont été codifiées je crois que c'est 1953 par le professeur Obwegeser à Zurich, donc c'est pas du tout un traitement expérimental ou des choses comme ça, parce que les patients quand on leur en parle ils sont un peu surpris, c'est quelque chose d'assez impressionnant, mais au final c'est vraiment pas quelque chose de nouveau dans le concept. À la base c'est des interventions pour les dysmorphoses, pour des gens qui ont vraiment des malformations du visage, ou qui ont des gros problèmes dentosquelettiques, c'est-à-dire avec un décalage d'1 cm, 1,5 cm entre les dents du haut et du bas, où l'orthodontie ne suffit pas. Donc l'intervention classique, si on peut dire, c'est l'ostéotomie bimaxillaire. Au niveau du maxillaire, on réalise une ostéotomie type Lefort 1, donc c'est exactement la même fracture que dans nos cours sur la traumatologie du massif facial, sauf que là on l'a fait chirurgicalement. Et au niveau de la mandibule, on réalise ce qu'on appelle une ostéotomie sagittale bilatérale des branches montantes, ou OSBM, ou Epker, ou Obwegeser, ou Dalpon. Vous pouvez tomber sur toutes ces dénominations. Chaque chirurgien a fait une minime modification et a voulu laisser son nom dans l'histoire, mais c'est exactement la même chose. L'objectif chez un patient apnéique, c'est de réaliser une avancée mandibulaire de 10 mm. Le plus souvent, en fait, l'avancée du maxillaire, c'est juste une adaptation. C'est-à-dire que quelqu'un qui a les dents qui touchent à peu près bien, si on lui avance la mandibule de 10 mm et qu'on ne lui touche pas le maxillaire, il ne va pas être très content et il aura une dysmorphose induite par notre opération. Donc en fait, on rattrape le déplacement mandibulaire au niveau maxillaire. Donc j'ai mis 2-3 schémas pour un peu montrer le principe de l'opération. Le Lefort, c'est vraiment une intervention, ça prend environ 1 heure. On réalise une ostéotomie qui part des cintres maxillo-zygomatiques ici jusqu'à l'orifice piriforme. On réalise une ostéotomie ici au niveau de la cloison nasale. Et après, on mobilise le fragment et on peut l'avancer, lui faire des rotations, des choses comme ça. Et c'est vraiment pas une intervention particulièrement compliquée. Au niveau de la mandibule, c'est un poil plus technique. Parce qu'en fait, au niveau de la mandibule, on a un élément, c'est ce que vous voyez là en jaune ici. C'est le nerf alvéolaire inférieur, la branche 3 du nerf trijumeau, qui en fait donne toute la sensibilité du menton homolatéral, de la lèvre homolatérale. Et tout le but du jeu, c'est de ne pas la léser pendant l'intervention. Donc on réalise, en fait, on commence par repérer l'endroit où le nerf plonge dans la mandibule. On réalise une ostéotomie de la corticale interne de la mandibule. Ensuite, on fait la ligne oblique externe ici. On réalise un complément d'ostéotomie verticale à l'aplomb de la molaire. Et ensuite, ce qui est important, en fait, ce qui a été le génie un peu de celui qui a inventé cette intervention, c'est qu'on n'a pas besoin de couper en bas et derrière. C'est-à-dire qu'on réalise un clivage et en fait, on a coupé toute une zone de faiblesse. On réalise un clivage et d'un coup, la mandibule en fait s'ouvre en 2 valves. Et ces valves, on peut les faire bouger comme ça, un peu dans les 3 dimensions, mais c'est surtout antéro-postérieur, mais on peut réaliser un mouvement asymétrique qui fait un mouvement de rotation. Et donc après, on peut bouger la mandibule et la mettre dans la place où on veut.
Globalement, ça ressemble à ça. Alors, c'est une petite vidéo que normalement on montre aux patients, mais qui montre assez bien le principe de l'intervention. Je suis désolé pour la redite au début de la vidéo. Voilà. Donc en fait, on doit solidariser les dents entre elles. Ça, je vais vous expliquer ça juste après. Et on réalise les ostéotomies ici de la branche de la mandibule et ici de l'euphoре. On avance dans un mouvement de valve selon la position souhaitée. Ça, on planifie en préopératoire en fait de combien on avance, mais c'est 10 mm. Et après, on fait une fixation par des micro-plaques en titane. Au niveau du maxillaire, il y a 2 plaques de chaque côté, et là, il y a une plaque de chaque côté. Il faut savoir que c'est une intervention qui se fait, c'est un abord intrabuccal et pour le maxillaire et pour la mandibule, et en fait, on fait juste un petit trou, il y a un point de suture sur chaque joue à la fin de l'intervention. Donc les gens, ils n'ont pas de cicatrice sur le visage à proprement parler. Là, ce qu'on voyait sur la vidéo, c'est une patiente qui a des arcs d'orthodontie. Si les patients n'ont pas eu d'orthodontie, on leur met des arcs en préopératoire, en fait, des arcs chirurgicaux. Dans les suites post-opératoires, il y a un mythe qui persiste encore, c'est le blocage intermaxillaire. Tous les patients, quand on leur propose l'intervention, ils regardent sur Internet et ils voient ces photos, comme les fractures de mandibule il y a quelques décennies, où il y a des fils d'acier qui bloquent les 2 mâchoires ensemble et où on mange en buvant à la paille pendant 6 semaines. Actuellement, on ne fait pas de blocage intermaxillaire au fil d'acier. On peut mettre des petits élastiques très souples, un peu comme les orthodontistes, pour guider un peu le mouvement mandibulaire, mais il n'y a pas du tout de blocage. C'est-à-dire que les patients, le soir de l'intervention, ils peuvent parler, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent boire. La reprise alimentaire, c'est des J1 post-opératoires. Ça aussi, il y a un peu ça qui traîne sur Internet, c'est qu'on mange de la soupe pendant 6 semaines à 3 mois. Chose qui fait très peur aux patients. Ça aussi, maintenant, on a du matériel d'ostéosynthèse qui est assez fiable pour qu'on puisse autoriser une reprise d'alimentation des J1. Alors c'est clair que les gens ne vont pas manger une entrecôte saignante le soir même, mais ils peuvent manger tout ce qui est mou, c'est-à-dire des pâtes, du steak haché, tout ça, ils peuvent s'alimenter. Il y a beaucoup d'œdème en général après une intervention pareille, c'est-à-dire que les gens gonflent beaucoup. Moi j'ai pris un jour qui gonfle beaucoup, ça peut être très variable en interindividuel, il y en a qui gonflent relativement peu, on ne sait pas pourquoi. Et c'est pas une intervention qui fait mal en tant que telle, c'est-à-dire que l'antalgie, on met des paliers 1 et des AINS et ça suffit, les patients c'est très rare qu'on ait allé au-dessus. Mais c'est de l'inconfort, c'est-à-dire qu'ils sont très gonflés et c'est vraiment ce qui les dérange dans cette intervention. Mais le message à retenir de cette diapo, c'est vraiment pas de blocage intermaxillaire et pas de soupe pendant 6 semaines, quoi. Les indications à faire cette chirurgie, c'est l'intolérance à la CPAP. De mon expérience, c'est l'intolérance du patient ou du conjoint ou de la conjointe en fait. J'en ai eu plusieurs qui étaient très contents de leur CPAP, mais c'était la personne qui dormait avec qui les a envoyés à la consultation de chirurgie maxillofaciale. Le patient idéal, c'est celui qui a une dysmorphose, qui a une micro, une rétromandibulie, un peu comme la photo qui était dans votre présentation tout à l'heure. Et celui chez qui on aura découvert une obstruction prédominante au niveau basilingual. C'est sûr que si quelqu'un a des amygdales énormes, c'est plus logique d'abord d'enlever les amygdales plutôt que de lui faire cette intervention. Et en fait, cette chirurgie, ça avait été un peu codifié par l'équipe de Guilleminot à Stanford, de la clinique du sommeil. Et eux, ils préconisaient il y a encore quelques années de faire d'abord l'uvulopharyngoplastie, la suspension hyoïdienne, et ensuite, en cas d'échec, de faire les ostéotomies. Et en fait, il y a des études qui sont sorties qui disent qu'après discussion avec le patient, on peut passer aux ostéotomies d'emblée et qu'on a une efficacité qui est tout à fait comparable et que ce n'est pas délirant de passer tout de suite à l'ostéotomie. Mais c'est un choix qui se fait en discussion avec l'ORL, le maxillo et le patient. Comment on sélectionne ces patients? C'est l'association du pneumologue, de l'ORL et du maxillo qui prennent la décision en collaboration avec lui. Donc il y a l'examen clinique avec la nasofibroscopie, bien évidemment, la polysomnographie nocturne, plus ou moins une fibroscopie sous sédation. Et ça, c'est pour ma partie, c'est la téléradiographie de profil et un panoramique dentaire. Une téléradiographie de profil, ça se fait dans n'importe quel cabinet de radiologie. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu vous-même de l'orthodontie ou des enfants qui en ont. C'est ce genre de radio où on fait des calculs d'angle et de longueur en fait, pour connaître la disposition idéale normalement osseuse chez un patient. Ça, c'est un patient par exemple que j'ai opéré et lui, on voit là qu'en fait la position idéale du maxillaire c'est le cadre rouge et la position idéale de la mandibule c'est en bleu. Et donc là on voit qu'il a un espace très restreint. Donc c'est un parfait candidat pour une avancée mandibulaire et bimaxillaire. Les résultats de cette intervention. Dans la littérature, en fait, ce qui est considéré comme un succès de la chirurgie, c'est si en post-opératoire, on a un index inférieur à 20 par heure et une réduction de 50% par rapport à l'index préopératoire. Alors, c'est des études de chirurgie, donc c'est un peu comme d'habitude, c'est très disparate, on va dire, c'est pas des grands scientifiques. C'est très disparate au niveau de la durée de suivi, en fait. À quel moment ils décident de refaire les examens.
mais globalement, il y a 75 à 100%, bon 100%, faut toujours s'en méfier, mais il y en a quand même qui rapportent 100% de succès rapporté, et une méta-analyse qui porte sur 1500 patients qui, elle, dit 90% de succès. L'arrêt de la CPAP est possible dans 90 à 100% des cas. Il y a une diminution des ronflements de 80% chez les roncopathes, et ces résultats en fait, sont rapportés en excluant le BMI comme facteur en fait, qui pourrait influer l'index. Donc à chaque fois, ils ont fait des analyses statistiques pour enlever le BMI comme facteur confondant. Pour les patients, on a un taux de satisfaction subjectif qui est de 90 à 95%. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait une intervention de ce style-là, en avançant le massif facial, en gros l'étage inférieur et l'étage moyen du massif facial de 1 cm, ça change quand même l'esthétique du visage. Et en fait, on se rend compte que les gens sont globalement très satisfaits, ou ce qui est la plupart des cas, c'est qu'ils sont indifférents. Quand on les revoit à 6 semaines ou 3 mois après l'intervention, on leur dit alors votre nouveau visage finalement, vous en pensez quoi? Et ils disent bah en fait mon visage n'a pas changé. Et on doit leur montrer les photos préopératoires pour qu'ils se rendent compte qu'en fait il y a eu un changement. Mais globalement, c'est un changement qui est tout à fait bien admis. Alors là, il y a deux types de patientèle sur l'impact esthétique. Il y aura le jeune roncopathe qui a une rétromandibulie sévère, exactement comme la photo que vous avez montrée, qui lui, globalement, sera très satisfait parce qu'en gros, on lui avance la mandibule et on lui traite sa dysmorphose au passage. On fait un peu de chirurgie plastique au passage. Et il y a le patient de 40-50 ans qui a déjà eu un peu un relâchement des tissus mous, qui a déjà pris un peu de masse graisseuse, et c'est chez ces gens-là qu'on remarque vraiment très peu le changement. Ça fait une sorte de petit lifting en fait en inversant, c'est pas qu'on tire la peau, c'est qu'on pousse l'os devant et ça redonne du soutien. Les résultats à long terme. Donc il y a des études qui ont été faites, pas mal d'ailleurs, et le minimum de suivi c'est 2 ans, le maximum c'est 14 ans, et on voit un taux de succès de 60 à 90% qui est rapporté. Alors là aussi, ceux qui ont des bons résultats, c'est ceux qui ont bien sélectionné leurs patients. Et chez des patients, c'est plutôt en dessous de 50 ans. Globalement, le facteur un peu prédictif de succès à long terme, c'est plutôt des patients en dessous de 50 ans et non obèses. Les complications d'un tel traitement, un Lefort 1, les complications sont extrêmement rares. C'est-à-dire que vraiment, il y a très très peu. Je pense que tu corrobores ce que je dis, parce que c'est exceptionnel. Il peut y avoir des lésions vasculaires, mais c'est de l'ordre de 1% dans les séries. Pour la mandibule, il y a l'hypoesthésie donc de la branche 3 du trijumeau qui est quasiment systématique en post-opératoire, c'est-à-dire qu'elle est quasiment toujours là, mais elle est transitoire dans l'immense majorité des cas. Et dans 5% des cas à peu près, c'est définitif, donc c'est une anesthésie ici, un peu comme quand on sort de chez le dentiste. Malheureusement, ça peut arriver. L'autre complication qui peut arriver, c'est une malocclusion, c'est-à-dire qu'on est censé laisser le patient avec la même position relative des dents qu'il avait avant l'intervention. C'est-à-dire peu importe de combien on avance, la position relative des dents doit rester la même. Et ça peut arriver que, en fait, quand le patient se réveille, on se rend compte que les dents touchent plus comme avant, elles n'ont plus le même engrainement. En règle générale, ça passe avec un peu de kinésithérapie. C'est souvent des contractures musculaires post-opératoires qui font que les muscles tirent un peu sur la mandibule. C'est très rare qu'on doive réopérer un patient pour repositionner la mandibule ou le maxillaire. Et nous, on a de la chance par rapport aux orthopédistes, c'est que la non-consolidation ou l'infection sont extrêmement rares en chirurgie maxillofaciale. C'est un petit avantage qu'on a. Donc globalement, c'est une chirurgie qui est assez sûre et qui est faite de façon tout à fait standard par les chirurgiens maxillofaciaux. Je vais vous montrer un petit cas un peu pour vous montrer les répercussions chez un patient et quel type de patient il m'est arrivé d'opérer. Donc ça, c'est un patient qui avait 43 ans, qui était roncopathe et apnéique avec une prédominance nocturne, une prédominance en décubitus dorsal. Il avait essayé une prothèse d'avancée mandibulaire, ça lui allait bien, mais il en avait un peu marre de la porter, ça lui provoquait des douleurs au niveau de l'articulation temporomandibulaire. On lui avait proposé la pression positive, son épouse a dit non d'emblée. Donc en regardant un peu son faciès, il n'a pas de dysmorphose à proprement dit. Bon, je veux dire, on le voit dans la rue, on ne se retourne pas sur lui, il n'y a rien qui choque en particulier. Quand on regarde d'un peu plus près, on voit 2-3 choses. On voit notamment que là, il a un angle cervico-mentonnier qui est complètement effacé et qu'il a des narines assez étroites. Et globalement, il a la lèvre un peu longue ici, ça c'est un peu le regard du maxillo, qui montre un peu une rétromaxillie, globalement une tendance à avoir les maxillaires en position rétruse. À l'examen, on voit qu'il a une occlusion dentaire qui est tout à fait normale, on va dire, qui est tout à fait acceptable. Et à la téléradiographie de profil, on voit quand même qu'il a un espace ici qui est un peu réduit.
puisqu'en fait, l'espace qu'on calcule, c'est l'espace entre ce point qu'on appelle le point B et le point gonion ici. On calcule l'espace qu'il y avait ici. Il y avait... Pardon? Je vois pas le gonion. Le point gonion, il est par là, en fait. La radio est d'assez mauvaise qualité. Il y a une superposition, oui. Là, on voit la base de langue qui passe un peu derrière. Donc, c'est un monsieur, si on fait cette droite, il avait un espace à 4 mm, si je me souviens bien. Donc, lui était extrêmement motivé. Il voulait une intervention sans essayer la pression positive. Donc, je l'ai opéré. Ça, c'est à quoi ressemble une radiographie de contrôle post-opératoire, celle du patient. Donc, ça, c'est les arcs qu'on leur met durant l'intervention. Pourquoi vous mettez ces arcs? Alors, en fait, les arcs, c'est justement, en fait, une fois qu'on a fait les ostéotomies, c'est pour maintenir les dents en position relative bonne. C'est-à-dire qu'on les met ce qu'on appelle en occlusion, comme quand il serre les dents, et on le bloque comme ça, et après on peut fixer l'os. C'est que sinon, c'est un super repère anatomique, sinon on les fixe complètement au hasard. C'est ça qui donne le point de repère, en fait, pour savoir où on va. Ça, vous voyez donc les microplaques qu'on a mis au niveau du maxillaire, et là, au niveau de la mandibule, en fait, on devine le tracé de l'ostéotomie, avec là l'avancée, et si on mesure, ça fait 10 mm. Voilà, donc en fait, c'est vraiment un mouvement de glissement vers l'avant. 10 mm, c'est les protocoles en fait, qui ont été faits sur les études. Globalement, maintenant, on retient comme valeur 8 à 12. C'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà la tendance à avoir la mandibule un peu développée, qui veut absolument se faire opérer, bah déjà on dirait que ce n'est pas une super bonne indication, mais qui a quand même une grosse base de langue et tout ça, on dira plutôt 8. C'est-à-dire qu'on fait un peu des compromis. Quelqu'un qui a la mandibule vraiment rétruse, on monte à 12. J'ai déjà vu 14, ça commence à être un peu plus sport, mais globalement c'est 10 et 8-12. Il faut retenir le chiffre 8-12. Alors les arcs, globalement, ça dépend du chirurgien. C'est-à-dire que en fait, ces arcs, ils permettent de mettre des petits élastiques ici sur les petits crochets. Et on peut en fait mettre des élastiques pour aider un peu le patient justement à lutter contre la contracture musculaire et tout ça. Moi, je leur laisse 3 semaines en général. Si tout va bien, je leur laisse 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, ça s'enlève sous anesthésie locale. Les arcs, c'est vraiment un peu comme des arcs d'orthodontie. Et donc, en fait, ce monsieur, voilà ce que ça a donné au niveau esthétique. Alors, effectivement, je l'ai avancé d'1 millimètre. Ça n'a pas changé... ça l'a pas métamorphosé. Il est mieux quand même, effectivement. Ça met un petit coup de jeune, grosso modo. Voilà. Mais lui, quand je lui ai demandé, ça c'est à 6 semaines, alors vous en pensez quoi? Bah ça n'a rien changé. Alors qu'on voit que le nez c'est un peu élargi, on voit que les angles là sont un peu mieux définis. Alors C'est parce que c'est surtout le profil que ça change. Bah après il y a le profil. Mais voilà, grosso modo, lui il me dit ça n'a rien changé. Et le profil il ressemble à ça. Donc on voit que le menton, bah, il est un peu plus masculin, on va dire. L'angle cervico-mentonnier, bah, il est accentué. On voit que la lèvre, là aussi, est un peu mieux définie, un peu plus bombée. On voit que là, le nez est un peu tombant aussi. Je ne sais pas si vous voyez, il est un peu comme ça. Là, il a devenu un peu plus droit. Ça, c'est un effet aussi de cette chirurgie. Une des choses très compliquées à expliquer aux patients, c'est comment ils disent tous, je vais avoir quel visage après. Il y en a beaucoup qui sont partants et ils disent quel visage je vais avoir après. À ma connaissance, il n'y a aucun modèle prédictif qui est encore valable. Parce que les gens ont des tissus mous de qualité différente, ont un vieillissement qui est différent et tout ça. Donc on ne peut que leur dire les effets que ça va faire, mais dans quelle mesure, c'est extrêmement compliqué. On n'a pas encore trouvé comment faire. Mais globalement, ce qu'on dit, c'est que ça donne un petit coup de jeune. Voilà. Et sa femme qui devait être contente. Sa femme était contente. Et alors ça, l'effet coupe de cheveux, mieux se raser et tout, c'est typique de ces interventions. C'est-à-dire que les gens, ils viennent souvent coiffer un peu comme ça et tout ça, et ils sont un peu... Après, quand il l'aura quitté pour une jeune, elle sera moins contente. ça arrive malheureusement aussi. Et donc au niveau de la radio... Au niveau de la radio, bah, on peut voir aussi un peu au niveau des tissus mous. On voit le menton, il est beaucoup mieux défini, par exemple. Et on voit là l'avancée. Alors vous voyez, il y a les plaques là qui sont un peu en marge d'escalier. Il y a le centimètre, on le voit là, on le voit là. Et en fait, ce qui est important, c'est de voir là et là. Et on voit qu'il est passé de 4 à 14 sur la mesure. Voilà. Donc ça, c'est un cas typique de patient qui ne présente pas de dysmorphose particulière. Ce n'est pas la première idée qu'on a de l'avancée de la mandibule. Il y avait eu le bilan, il avait un septum nasal tout à fait droit, des amygdales tout à fait correctes. Il avait une obstruction rétro-basilinguale qui prédominait au décubitus dorsal. Et il était très content. C'est une bonne indication. Il n'est pas obèse, mais ça ne saute pas aux yeux. C'est-à-dire que souvent, quand on demande aux gens, c'est le patient qui a le micro-menton, la micro-mandibule. C'est une bonne indication. Il avait des dents en plus. Voilà, il est bien denté, il a une bonne occlusion, donc c'est une bonne indication. Voilà. Après, je vais vous parler un peu, ça c'est l'intervention typique, voilà, comme dans les livres, quand on a un patient qui vient nous voir, qui est un bon candidat. Maintenant, je vais vous parler de gestes chirurgicaux qui sont le plus souvent combinés avec d'autres, qu'on peut faire et qui sont un peu des cas particuliers.
Alors on peut faire le Lefort 1 de façon isolée, l'ostéotomie mandibulaire de façon isolée, la génioplastie isolée et la disjonction maxillaire. Alors le Lefort 1 isolé, j'en parle vraiment très rapidement. En gros, c'est avancer le maxillaire. Il y a très peu de littérature là-dessus, mais en gros, c'est des patients qui ont des dysmorphoses de type classe 3, donc qui ont une promandibulie, qui ont un menton très proéminent et qui ont un voile long et hypotonique. Je sais que moi, j'ai opéré un patient comme ça qui voulait absolument se faire opérer, qui était un roncopathe et qui avait le voile qui vibrait dès qu'il commençait à respirer. Donc on l'a avancé, il avait 8 mm de décalage entre la mâchoire inférieure et supérieure. Ça l'a guéri pour un temps de sa roncopathie. C'est pas particulièrement cadré au niveau littérature scientifique. L'ostéotomie mandibulaire isolée, c'est limite le cas parfait parce qu'en fait, c'est chez les patients qui ont des dysmorphoses de type classe 2, des dysmorphoses marquées avec des rétro-micromandibulies, donc c'est vraiment les gens qui ont les dents en arrière d'1 centimètre en bas. En gros, on avance juste la mandibule d'1 centimètre et ça fait le même effet qu'une ostéotomie bimaxillaire chez quelqu'un qui n'a pas de dysmorphose. L'effet, il vient surtout de l'avancement mandibulaire. Donc ça, c'est le cas un peu idéal et évident aussi au niveau de l'indication. Au niveau, les Nord-Américains et les Asiatiques ont beaucoup publié là-dessus, ils le font pas mal, c'est la génioplastie. Donc la génioplastie, c'est le fait d'avancer ou de reculer le menton, d'accord? C'est une ostéotomie juste du menton ici. Là, dans ce cas-là, on va l'avancer. Et pourquoi on l'avance? C'est parce qu'on veut emporter en fait les insertions du muscle génioglosse et les avancer au passage. Donc en fait, tout le but de cette intervention, c'est de prendre l'insertion ici avec le tubercule génie. Ça a été proposé dans les SAOS de degré léger à modéré en tant que procédure isolée. Il y a une amélioration de l'IH de l'ordre de 50%, mais il n'y a pas encore de série énorme. Moi, il m'est arrivé de le faire chez des patients qui refusaient l'ostéotomie bimaxillaire, mais qui voulaient quand même une amélioration. Donc j'aurais proposé ça chez ceux qui avaient un menton un peu effacé et tout ça. Mais souvent, on le fait en fait en association avec l'avancée mandibulaire. C'est-à-dire que chez les patients qui ont vraiment une grosse base de langue et tout ça, on avance et en même temps, on leur avance le menton pour gagner encore quelques millimètres de traction au niveau du génioglosse. Et quelque chose qui est intéressant et qui est assez peu connu, c'est la disjonction maxillaire. Donc la disjonction maxillaire, c'est pour les patients qui ont un déficit transversal du maxillaire, qui ont un maxillaire qui est trop étroit. On le fait seul ou en association avec le Lefort 1, comme je vous l'ai montré précédemment. Il faut y penser chez les patients avec une insuffisance transversale du palais. J'ai mis une petite photo derrière, mais c'est des patients qui sont assez typiques quand on leur fait ouvrir la bouche. Et il faut surtout y penser chez les patients pédiatriques. Donc souvent, c'est les enfants qui ont un peu le faciès qu'on appelle adénoïdien, c'est-à-dire la bouche ouverte, les yeux un peu fatigués, qui sont toujours en train de respirer par la bouche, un peu en train de ronfler, de râler comme ça. Il faut vraiment regarder la forme de leur palais, ça prend 2 secondes et n'importe qui peut faire le diagnostic. Et c'est une procédure, en fait, chez l'enfant, il n'y a pas besoin d'acte chirurgical. Parce qu'on va expandre le palais et en fait, la suture médiane n'est pas encore soudée chez les enfants. Donc en fait, juste avec un appareillage orthodontique, on peut augmenter la dimension du palais. Et chez l'adulte, en fait, on fait une intervention de Lefort, on fait juste un trait d'ostéotomie en plus, ça dure pas plus longtemps qu'un Lefort normal. Et ça, c'est un traitement qui se fait en collaboration avec l'orthodontiste, je vais vous montrer pourquoi. Donc en gros, ça c'est quelqu'un qui a un palais étroit, d'accord? C'est typique avec l'encombrement dentaire, les dents se chevauchent. C'est souvent des palais qu'on appelle ogivaux, c'est-à-dire qu'ils sont comme ça, ils sont très étroits et très profonds, et où les gens ne peuvent pas mettre la langue. Donc en gros, le but du jeu, c'est qu'en faisant ça, on augmente le volume des fosses nasales en augmentant la dimension transversale et on laisse de la place pour la langue, donc la langue sera un peu moins derrière. Grosso modo, ça se présente comme ça, on le met sur les dents, alors il y a des modèles qui sont ancrés sur l'os. C'est un petit vérin et les patients eux-mêmes, en fait, devant le miroir, tous les jours, mettent 2 coups de clé le matin, 2 coups de clé le soir. Et en fait, ça fait augmenter de 1 à 2 mm par jour, c'est le principe de la distraction ostéogénique qu'on fait notamment chez les gens qui ont des inégalités de membres ou choses comme ça. Et on fait ça pendant 2-3 semaines, jusqu'à obtenir l'écartement voulu, le gain de dimension voulu. Et après, on laisse l'appareil pendant 6 semaines, le temps que ça se consolide, que ça fasse de l'os bien solide, et on l'enlève. Pourquoi il faut le faire avec l'orthodontiste? C'est que quand on l'écarte, ça leur crée un beau diastème. Et en fait, après, c'est à l'orthodontiste de rééquilibrer toutes les dents sur l'arcade dentaire. Donc ça ne peut pas se faire juste comme ça au cabinet de chirurgie maxillofaciale. Il faut vraiment quelqu'un qui remette. Et ça, on peut gagner, ce patient, à la fin, on avait gagné 12 mm, je crois, en dimension transversale. Donc après, c'est vraiment quelque chose qui fait pas mal. Hein. Les gens, ça fait un peu bizarre au début, mais ça leur fait pas du tout mal. Et ça, chez les enfants, il y a des études qui sont en train de sortir sur le traitement de l'apnée du sommeil là-dessus. Donc vraiment, y penser chez les enfants qui ont un faciès adénoïdien. Donc comme je disais, voilà, la disjonction maxillaire, c'est une augmentation de volume de la cavité buccale et des fosses nasales. Ça a été, il y a eu une mode, il y a 2-3 ans, beaucoup de gens ont fait leur thèse là-dessus avec des scanners et tout ça, où ils ont mesuré par rapport à chaque millimètre qu'on gagnait, combien de pourcentage on gagnait, et c'est assez linéaire comme relation.
Et il y a une diminution de l'index de plus de 50% chez les patients chez qui on fait ce genre de procédure. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc je vous remercie pour votre attention. Et je ne sais pas si vous avez des questions, des expériences de patients traités là-dessus, traités avec ce genre de procédure. Voilà. Si vous voulez me donner votre avis, il n'y a pas de problème.